Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma conférence que je vais donner pour vous parler de mon aventure sur le chemin de Compostelle et aussi mon aventure en Europe parce que j'ai passé plus de 40 jours en Europe, 24 jours à faire le chemin de Compostelle et le reste, je me suis promené un peu partout au Portugal, en Espagne et aussi en France. Alors, bienvenue. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être quand même assez simple. OK? J'ai un petit ordre du jour que je vais pouvoir vous présenter. Je vais vous parler de moi rapidement. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais juste parler de mon aventure. J'ai absolument rien à vous vendre, mais il y a beaucoup de personnes, je pense que pratiquement 400 personnes qui sont inscrites pour écouter cette conférence en direct. Et j'ai plusieurs personnes aussi pour en rediffusion. Fait que je vais juste parler rapidement de moi. Effectivement, je vais me consacrer beaucoup plus à mon aventure, Compostelle, le Portugal, les pays, Qatar. Je vais vous expliquer c'est quoi Dunkerque en France, Paris. Je vais vous parler aussi de mes apprentissages sur le chemin de Compostelle, mais aussi de façon générale dans mon aventure. Et je vais vous parler de mon retour. Je rigole parce que quand on passe 40 jours en voyage, et surtout dans un voyage initiatique, un pèlerinage comme Compostelle, tu pars c'est de même dans la majorité des voyages. Tu pars toujours d'une façon, puis tu reviens toujours d'une autre façon. Mais dans ce genre de voyage-là, c'est ça que tu reviens complètement transformé. Et après ça, ben, si vous voulez me contacter, je vais vous donner toutes mes coordonnées pour pouvoir me rejoindre simplement et facilement. Alors, rapidement, ben, qui est Hugo Dubé? Ben, c'est simple. Bon, à la base, je suis un entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises. J'en parle dans quelques secondes. Je suis un coach, un accompagnateur, un aventurier. Je suis fondateur de plusieurs entreprises. Je suis un passionné de tout ce qui est développement personnel, de spiritualité. C'est quelque chose qui me passionne au plus haut point. J'ai fait plusieurs changements dans ma vie. Oui, je suis un entrepreneur, mais avant tout, que ça pour mes employés ou pour mes clients, je suis beaucoup plus quelqu'un qui est là pour transformer les gens par rapport à mon expérience. Fait que j'espère, c'est que aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, ben, je vais vous donner le goût de partir en aventure dans un chemin de Compostelle pour pouvoir vous développer, grandir, évoluer. J'organise beaucoup de contenu aussi, que ce soit sur ma chaîne TikTok, YouTube, sur Facebook, Instagram, sur plusieurs autres plateformes aussi. Je suis un amoureux des voyages. Pour moi, le voyage, c'est la plus belle façon de sortir de sa zone de confort, de grandir, d'évoluer. Tout ce qui est expédition, plein air, aventure, je suis vraiment un passionné. Je suis père de deux enfants, je tiens à le préciser, un de 18 ans et un de 16 ans. Ça pousse en tabarouette. Fait que, bref, deux amoureux des voyages aussi et des futurs entrepreneurs, j'en suis convaincu. Bref, dans mes entreprises, rapidement, OK, ben, j'ai une entreprise de coaching pour entrepreneurs. J'ai une autre entreprise aussi de coaching plus de développement personnel pour madame, monsieur, tout le monde. J'ai une entreprise en cavale que j'organise des voyages partout sur la planète, des voyages d'aventure pour pouvoir grandir, évoluer en spiritualité et en développement personnel. Le genre de voyage qu'on fait, c'est genre on revient du Kilimandjaro, pour vous donner un exemple, le plus haut mont d'Afrique. On va au Pérou, en Colombie, au Népal. Fait que c'est le genre de voyage qu'on fait. Encore là, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui, je fais ça rapidement. J'ai deux entreprises en technologie, une en informatique, une en programmation logicielle et j'ai plein d'autres choses. Comme je vous dis, je ne veux pas passer trop de temps sur moi. Je vais parler beaucoup plus de mon aventure qui se trouve à être mon chemin de Compostelle. Avant de commencer, je vais faire un petit préambule, OK? Pourquoi j'ai décidé de faire le chemin de Compostelle? Bref, c'est un voyage que je voulais faire depuis des années. On entend parler à gauche et à droite. C'est très populaire au Québec, ce type d'aventure-là. Je voulais le faire l'année passée, OK, en 2024 avec mon plus jeune, mais il y a eu plein de pépins ou de gens bêtes de la vie, d'expériences riches en apprentissage que l'univers m'a envoyé que j'ai pas pu réaliser cette activité-là. Alors, ben, qu'est-ce qui est arrivé depuis en 2025? Ben, bon, bref, j'ai fait des voyages, effectivement, je reviens du Kilimanjaro. Ça a été quand même assez intense. 18 jours, OK, qui m'a quand même transformé. Mais après ça, j'ai fait une acquisition au travail. J'ai vendu ma maison, j'ai déménagé aussi. Ça paraît pas, mais tu sais, un déménagement puis une vente de maison, c'est comme un bon passage d'âme, OK, où il y a beaucoup d'énergie qui est refoulée, pas refoulée, mais qui est libérée pour en créer de nouvelles. Fait que ça a été quand même assez intense. Travailler beaucoup aussi. Fait que j'étais probablement en sorte de burn-out, OK, de travail avec, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie au travail. J'ai créé plein de choses, du positif comme du moins beau aussi. Le déménagement, ben, tu sais,
en tout cas, plusieurs décisions que j'ai prises en 2025. Bon, c'est pas à faute de personne, c'est moi qui a pris ces décisions-là, mais je l'ai fait beaucoup pour les autres. Hein, tu sais, quand j'ai déménagé dans une maison beaucoup proche du travail des enfants, des écoles. Tu sais, j'ai pensé à tout le monde sauf à moi. Au travail, c'est la même chose aussi. Fait que bref, je me suis comme un peu éteint. Je me suis séparé aussi en 2025, quelques semaines avant de partir pour Compostelle. Fait que là, j'ai dit, là, faut que je fasse quelque chose, OK? Il faut que je coupe ça directement parce que je veux pas passer, une autre année comme j'ai passé en 2024, en 2023. Je veux vraiment avoir une belle année, finir 2025. Puis pour commencer mon été, je m'étais donné toujours une intention. C'est quoi je veux cet été. Puis je me souviens très bien, j'avais écrit dans mon petit calepin, je l'ai quelque part ici sous mon bureau. Je veux revenir à moi. C'est revenir à qui je suis vraiment. Fait que bref, je me suis éteint un petit peu, OK, c'est ma faute, c'est des décisions que j'ai prises. Je voulais revenir à moi, fait que la vie me donnait le contexte que j'avais besoin, OK, pour revenir à moi. Fait que bref, une semaine ou même quelques jours, OK, après tout ça, après ma séparation, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire, OK, pour pouvoir, OK, revenir à moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de quoi de mieux que prendre un de ces rêves, OK, puis le réaliser. C'est l'été, j'avais un peu de temps aussi. Fait que j'ai décidé de partir à Compostelle. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis, tant qu'à faire, ben, j'avais des amis aussi en Europe. Je me suis dit, ben, regarde, je vais probablement faire ça en 30 jours. Vous allez voir, je vais donner des détails de qu'est-ce que j'ai fait, mais je vais probablement faire ça en 30 jours. Fait que quoi faire si je veux prolonger mon périple en Europe? Fait que c'est pour ça que j'ai resté 40 jours, Portugal, la France, etc. On en parle dans quelques semaines. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, je n'ouvre pas aller dans le clavardage ou dans le chat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le Camino Frances. Il y a plusieurs chemins de Compostelle. Souvent, tu sais, j'ai raconté mon histoire à gauche et à droite qui après mon aventure, que ce soit des amis ou peu importe, des clients ou des gens qui étaient intéressés. Puis souvent, ben, je me rends compte que c'est très méconnu. Si vous regardez un peu à l'écran présentement, ben, c'est les chemins de Compostelle qui existent. Elle en rouge foncé en bas, ben, c'est la majorité des chemins débouchent dans le chemin qui est probablement un des plus populaires, qui se trouve être le Camino Frances. Ça, c'est en espagnol, ça veut dire le chemin français. Faut pas se tromper, par contre, c'est quand les gens me parlent du chemin français, le monde me dit, ah, Hugo, tu as passé beaucoup de temps en France, beaucoup de temps en Espagne. Mais en réalité, quand tu fais le chemin français, le Camino Frances, tu pars de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, OK, si tu commences au début. Puis c'est en France, effectivement, mais si tu fais le premier tronçon qui est de 25 km, tu arrives à Roncevaux, puis à Roncevaux, c'est rendu déjà en Espagne. Fait que tu fais une journée en France et le reste, c'est toute l'Espagne. Fait que comme vous pouvez voir, beaucoup de chemins, beaucoup de Français vont faire uniquement la portion qui est en France. On voit, là, puis je le prononce sûrement mal, là, mais le Vézelay. Fait que vous voyez, vous avez mis la carte, le Puy aussi qui est très populaire, le Del Norte aussi, il y en a au Portugal. J'ai croisé des gens sur le Camino Frances qui, ça fait 3 mois qu'ils étaient partis. J'ai vu une madame qui était partie de Munich en France, pas en France, en Allemagne. Et comme vous pouvez voir, ça peut être très, très long, le chemin. Fait que moi, j'avais 30 jours, j'ai décidé d'aller avec le plus populaire, le Camino Frances, qui part et qui est directement de la France à Saint-Jean-Pied-de-Port. Si vous regardez un peu la carte, là, la France est comme en vert, l'Espagne est un petit peu plus en jaune en bas. Fait que vous allez voir Roncevaux, là, fait que c'est en haut un peu de Roncevaux. C'est pas écrit Saint-Jean-Pied-de-Port, je crois, sur la carte, là, mais c'est très proche de Roncevaux. C'est à 25 km là, vers le haut, tout simplement. Et on traverse les Pyrénées et on se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle, que vous voyez vraiment à votre droite, là, comme dans un carré. Tous les chemins arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? Pourquoi Saint-Jacques? Selon la légende, en tout cas, moi, je doute très fortement que c'est réaliste, là, que c'est vrai. Mais selon la légende, bon, l'apôtre Jacques, l'apôtre de Jésus qui aurait fait de l'évangélisation dans la péninsule ibérique là, qui se trouve être l'Espagne. Puis dans le fond, ben, il aurait passé beaucoup de temps dans cette localité-là. Puis à la mort de l'apôtre Saint-Jacques, ben, ses apôtres à lui, ses disciples auraient repris ses restants. Il est mort en passant en Palestine bref, une fin atroce comme plusieurs apôtres. Bref, il a pris les restants puis il est porté à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais tu comprends rapidement quand tu fais le chemin que c'est un chemin qui est très éclairé. Il y a beaucoup d'étoiles, le ciel est toujours dégagé. Puis Compostelle, c'est un peu un lien avec les étoiles aussi. Fait qu'on
on regarde un petit peu que peut-être que les gens ont voulu mettre un caractère religieux à ça, tu sais, à l'époque, au Moyen Âge, quand les pèlerinages ont commencé à être très populaires, ben, chaque cathédrale, chaque point majeur avait toujours des reliques religieuses, peu importe. Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de très énergétique qui est sur ce chemin-là et directement à Saint-Jacques de Compostelle. Et juste les étoiles sur le chemin, c'est extraordinaire, on les voit. Moi, j'ai été accompagné tout le long du voyage par Vénus et Jupiter. J'ai une application là, qui m'aide à déterminer les étoiles sur mon téléphone. Fait que, bref, OK, ça ressemble un peu à ça. Fait que beaucoup de chemins, fait que faut savoir lequel que vous voulez faire. Le plus populaire, comme je l'ai dit, puis lui que j'ai fait, c'est le chemin français, le Camino Francis. Si on regarde un petit peu plus en détail, OK, techniquement parlant, vous allez voir, je vais parler de la technique des conseils, puis je vais vous parler un peu de spiritualité aussi. Ça va être un peu mélangé à gauche et à droite. Techniquement parlant, mais le chemin français, c'est qu'est-ce que vous voyez présentement, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est Saint-Jacques de Compostelle, mais en espagnol, en Espagne, c'est Santiago. Bon, fait que Santiago, fait qu'on voit la majorité des grosses étapes que vous voyez, qu'est-ce qui est écrit là. C'est écrit un peu en espagnol. Fait que dans le fond, si vous commencez de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago, c'est 779 kilomètres que ça donne exactement. C'est sûr que si vous vous promenez aussi, il y a des rallongis, des raccourcis aussi, fait que ça peut varier selon ce que vous faites. C'est 34 étapes officielles, comme vous pouvez voir à l'écran si vous les comptez. Fait que 34 étapes, c'est normalement 34 jours si vous réalisez une étape par jour. Moi, je l'ai faite en 24 jours, marché 25 jours au total parce que j'ai arrêté à Burgos une journée. Je vais peut-être vous l'expliquer tantôt si j'y pense pourquoi j'ai arrêté. Mais la majorité des gens le font habituellement là, en 30 jours. C'est quelque chose qui est très respectable, même si vous n'êtes pas nécessairement en forme. C'est quelque chose que vous pouvez facilement faire. Moi, c'est sûr que je suis un adepte de la randonnée au Québec et partout sur la planète. Fait que c'est sûr que je suis en forme. Mais on voit sur le sentier toutes sortes de personnes, des gens qui ne sont pas en forme. Et rendu à mi-chemin, même avant ça, tu vois que les gens, puis on se croise à X fréquence sur le chemin. Des fois, on rattrape des gens, des fois, c'est l'inverse. Ben, on constate que les gens rendus à la fin ben, sont rendus vraiment en forme. Ils ont perdu beaucoup de poids aussi souvent. Fait que c'est super intéressant de constater ça. Vous voyez, c'est marqué Santiago, OK, mais si vous allez un petit peu plus loin, OK, sur la ligne, vous allez voir, OK, c'est marqué Fisterra. Il y en a qui disent c'est Finistera. Ça se trouve à être, OK, bon, la fin de la Terre. Fait que si vous voulez prolonger, OK, votre pèlerinage quelques jours, ben, vous pouvez faire entre 3 et 5 jours pour aller directement. Il a fait ça la fin de la Terre, Finistera. C'est vraiment là que, tu sais, à l'époque, que dans le fond, que les gens disaient, ben là, il n'y a plus rien. Tu sais, l'Atlantique, pas l'Atlantique, mais les Amériques n'avaient pas été découverts. Donc, on peut prolonger le départ. Moi, je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être vous en parler tantôt, mais rendu à Santiago, mon pèlerinage avait été fait, mes apprentissages avaient été faits. Puis on constate aussi que plus que tu arrives proche de Santiago, plus que du tourisme. OK? C'est parce que pour avoir votre fameux diplôme, OK, de pèlerin, je vais vous le montrer tantôt plus en détail avec une diapositive. Il faut que tu réalises les 100 derniers kilomètres. Fait que c'est sûr que plus que tu arrives près de Santiago, de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus qu'il y a des gens, des personnes qui sont sur le sentier. Fait que c'est sûr que si vous voulez avoir un pèlerinage optimal, avoir du temps de réflexion, de méditatif aussi, ben, je vous conseille de partir le plus loin possible de Santiago. Les villes majeures, OK, je vais y aller quand même assez rapidement. Je n'ai mis quelques-unes. Là. Vous allez voir, sur le chemin, il y a beaucoup de châteaux, de ponts, de cathédrales, des trucs médiévaux, des ruines. T'en vois à gauche et à droite. Au début, tu es avec ton Kodak, t'en prends à gauche partout des photos, ton cellulaire est quasiment plein, puis plus que tu arrives à Compostelle, ben, plus que dans le fond, là, t'es pas rendu blasé, mais t'en vois énormément. Fait qu'il y a il y a Saint-Jean-Pied-de-Port qui est comme la ville, une ville à rester. C'est la ville du départ, mais c'est vraiment une belle ville. Il y a une belle citadelle en haut de la ville. Moi, je vous conseille de rester facilement une journée, arriver la veille, passer du temps dans cette belle ville-là. C'est extraordinaire. Roncevaux aussi, là, la seconde ville, il y a un beau monastère où tu peux dormir en dortoir. Je vais parler tantôt plus en détail de l'hébergement, mais c'est vraiment une belle ville. Ces deux-là, là, ça vaut la peine. Pampelune ou Pampaluna. Vous allez voir, des fois c'est écrit en français, des fois c'est écrit en anglais, pas en anglais, en espagnol. C'est une belle ville avec une forteresse vraiment impressionnante. C'est une ville que j'aurais voulu rester une journée de plus. Mais à un moment donné, on en voit des ruines ou des châteaux.
Burgos, que dans le fond, c'est une belle ville aussi. On voit une des cathédrales ici sur la photo. Léon, qui est selon moi une des plus belles villes sur le sentier. Ponferrada, qui se trouve être une ville aussi. Je pense, c'est le château le mieux sauvegardé. Puis, tu sais, si vous aimez un petit peu l'histoire, là, comme par exemple, OK, les Templiers, tout ce qui est chevalier, il y a beaucoup de symboles de châteaux et tout ça. Je vais juste regarder, il y a des questions qui sont affichées. Toujours très bon. Toujours très bon le son. Est-ce qu'il y aura accès à l'enregistrement? Oui, si vous êtes enregistré puis vous êtes abonné à mon infolette par le fait même, vous allez tout recevoir ça, qui est le lien pour pouvoir l'écouter en rediffusion. J'ai parlé de Ponferrada, c'est le château qui est le plus bien sauvegardé, et même on peut le visiter aussi. La majorité des trucs, que ce soit les cathédrales, les châteaux, les hôpitaux, vous pouvez tous les visiter sans problème. Il y a Hospital de Orbigo aussi, qui a un méchant long pont que vous pouvez voir. Ce que vous voyez, le pont sur l'image, là, c'est Pointe de Rega, de Rena plutôt, qui est vraiment un pont exceptionnel à voir. On passe dessus. Là, j'étais un peu en retrait quand j'ai pris la photo. Et Saint-Jacques-de-Compostelle sont les villes là, les plus importantes. Vous devez comprendre que les 34 étapes, OK, dans le fond, vous partez du début de l'étape, vous arrivez soit dans un village ou dans une ville, et il y a toutes les facilités pour pouvoir vous recevoir une fois rendu dans cette étape-là. Mais vous pouvez continuer chaque petit village, chaque petite ville que vous allez croiser. Il y a des restaurants, des bars, puis il y a aussi des auberges. Il y a ça des albergues là-bas en espagnol, des auberges de pèlerins pour vous recevoir. J'en parle plus en détail tout à l'heure. Bon, vous voyez un petit peu à gauche, OK, ça se trouve être le passeport, et puis ça, la crédentiale, là, OK, en bon pèlerin, mais c'est votre passeport, OK, de pèlerin, la crédentiale. Fait que vous avez la version que vous pouvez avoir, OK, à Saint-Jacques-de-Compostelle, pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port, si vous démarrez là-bas. Il y a les amis des pèlerins, OK, vous allez pouvoir aller le chercher sans problème, facilement. Si vous allez ailleurs, OK, vous allez avoir la version espagnole. Moi, j'ai les deux parce que dans le fond, à chaque fois que vous allez dans un bar, un restaurant, une auberge, ben, vous devez idéalement estampiller votre passeport. C'est ça qui dit que vous êtes passé dans telle ville ou dans tel village. C'est après ça, quand vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous allez à la place qui vont vous donner votre certificat, qui est le deuxième document que vous voyez. Ils vont regarder vraiment ils vont examiner votre passeport, votre crédential. C'est là qu'ils vont vous donner votre certificat pour dire que vous avez réussi votre défi. Puis si vous avez parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, ben, vous pouvez avoir un autre document qui certifie le nombre de kilomètres que vous avez réalisé. Parce que comme je disais tantôt, pour avoir votre Compostela, votre certificat de pèlerin, vous devez réaliser uniquement les 100 derniers kilomètres. Fait que c'est le fun d'avoir un document qui prouve que vous avez fait 779 kilomètres. Fait que c'est toujours intéressant. Je le mentionnais tout à l'heure aussi, ben, c'est ça. Fait que c'est 779 kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais rendu à la ville de Sarriá, c'est la ville où, que, dans le fond, ça commence les 100 derniers kilomètres. Ben, vous allez croiser des milliers de personnes sur le chemin. En moyenne, OK, on croit, c'est sûr que si vous avez une bonne marche, ben, vous allez croiser peut-être quoi, 30, 50 pèlerins sur le sentier en même temps que vous. Puis souvent, vous allez être seul, à part si vous marchez avec un groupe ou vous suivez, vous êtes avec des amis. Mais si vous marchez seul, puis vous dépassez les gens ou vice-versa, ben, vous allez croiser 35, 50 personnes maximum dans la journée. Mais rendu à Sarriá, ben, vous allez voir, ça va être des milliers de personnes sur le chemin. Fait que c'est sûr que c'est là qu'il faut que tu appliques tous les apprentissages que vous avez faits sur le chemin, qui est un peu de la méditation, couper les mauvaises énergies, parce que c'est vraiment une autre pratique là, rendue là. Et c'est plus touristique. Les offres d'hébergement aussi sont plus variées. Il y a différents trucs aussi qui est différent. Pour ma part, les 100 derniers kilomètres ont été probablement les moins intéressants, mais les autres ont été vraiment super, super magiques. Le chemin, tu sais, c'est souvent les gens, quand ils parlent, je vais, ah, j'ai fait Compostelle, puis tout ça, ben, ils me disent tout le temps, Hugo, je pensais pas que ça allait être ça. Tu sais, le chemin, quand je parle de chemin, là, c'est vraiment, tu sais, sur quoi qu'on marche, là. Vous voyez un petit peu à gauche, là, je l'ai ici en bibelot, là.
Sur le chemin, il y a des balises, OK, qui ressemblent à ça, qui déterminent, OK, le chemin. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, là, c'est un mix de chemins de cultivateurs, de sentiers de randonnée, comme on peut voir au Québec, de villes, de villages. Parfois, OK, sont des champs à perte de vue. Parfois, on longe une route, une autoroute, par exemple. Parfois, on marche sur la route. Exemple, sur une route, là, comme exemple la 132 au Québec, on peut longer la 132, par exemple, même parfois marcher dessus. Fait que c'est vraiment un mélange de tout. Puis, dans le fond, les balises sont là, OK, pour nous indiquer le chemin. Quand on est dans une ville, ben, souvent, il n'y a pas de borne comme ça, il y a juste le logo. Vous allez voir aussi que le logo de Compostelle, c'est une fameuse coquille. D'ailleurs, ça, c'est ça que j'avais sur mon sac à dos. D'ailleurs, quand on part, on peut en acheter une c'est comme un petit clin d'œil qu'on met sur notre sac à dos pour dire qu'on est des pèlerins. Euh, c'est sûr que la majorité des gens qui marchent sur le chemin sont des pèlerins, là, mais c'est un petit clin d'œil qu'on fait. Fait que c'est un mix de vraiment tout ça. Fait que moi, initialement, puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné ça, ils pensaient que ça allait être un chemin, comme par exemple quand on va dans une CEPAC au Québec, c'est un sentier balisé qui est en terre, tout simplement. Puis non, c'est vraiment, on marche dans une ville, des fois un sentier balisé, des fois ça peut être un chemin d'agriculteur, des fois il y a même, c'est un chemin très serré avec un peu de friche, un peu de fougère qui est à quelques endroits. Fait qu'on a un petit peu de tout. Fait que c'est ça qui est un petit peu particulier. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas de grosse montée qui non plus. C'est pas un chemin qui est super exigeant. Il y a des gens parfois qui pensent qu'il va y avoir des grosses montées et tout ça. Ben, c'est pas le cas nécessairement. Au début, OK, on franchit les Pyrénées, le premier 25 kilomètres. C'est sûr qu'il y a quand même une belle montée. On fait les Pyrénées. Mais une fois que, dans le fond, on a traversé ce tronçon-là, c'est quand même relativement assez plat. À la fin, dans le coin de la Galice, qui est une région là-bas, il y a un petit peu plus de montée, mais c'est vraiment quand même assez le plan. Je vais juste regarder, je pense qu'il y a une question. Euh, Non, la personne veut savoir, c'est, tu sais, la crédentiale, OK, c'est que peu importe où tu l'as, c'est correct, là. Tu sais, tu peux l'acheter, comme elle, je l'ai acheté à Saint-Jean-Pied-de-Port, OK, en France. Moi, je suis québécois. Elle, je l'ai acheté en Espagne parce qu'il était plein. Fait qu'il n'y a pas de problème. Peu importe où vous l'achetez, tant que dans le fond, c'est une crédentiale, OK, qui est légale, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je vous conseille de l'acheter où vous partez. Fait que si vous partez, par exemple, de Saint-Jean-Pied-de-Port, et qu'il y a les amis des pèlerins, c'est très bien identifié de toute façon. Même si vous réservez un hôtel là-bas pour pouvoir dormir, vous demandez, puis c'est très, très facile. Puis là-bas, ben, dans le fond, à 2 euros environ, ils vont vous donner la crédentiale, là, tout simplement. Fait que, bordez-vous pas, mais il y a l'association effectivement, de Compostelle du Québec que vous pouvez procurer des trucs comme ça. Moi, j'ai décidé ça en 2 jours. Fait que vous comprenez, j'ai pas eu le temps de commander ça à distance. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Fait que le chemin ressemble un petit peu à ça. Fait que c'est quelque chose qu'on s'attend pas nécessairement. C'est pas un chemin au Québec. C'est vraiment un mix de plusieurs conditions. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le fun parce que c'est varié puis c'est pas routinier de ce côté-là. Euh, Ce que je vais vous parler, c'est que là-bas, ici, là-bas en Espagne, ben, surtout si vous faites le chemin en été, moi, c'était en fin juillet puis en août. Fait qu'il faisait très, très chaud. Fait que c'est certain que dans le fond, l'idéalement, c'est de partir très tôt le matin. Parce que dans le fond, rendu à midi, 1 heure, c'est certain que c'était très, très chaud. Fait que des fois même insoutenable. Des fois, c'était 40 degrés Celsius, juste pour vous donner là, en ressenti. Fait que je conseille aux gens de partir quand même assez tôt. Euh, mais tu sais, pas une affaire comme 4 heures du matin, là. Tu sais, moi, je vous conseille 6 heures, 7 heures du matin. Fait que c'est pas nécessairement trop tôt, mais c'est tôt. Parce que je vois des gens, des fois, qui partent à 4 heures du matin, il fait noir, lampe frontale, ils réveillent tout le monde dans les dortoirs. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils arrivent à la fin de l'étape à 11 heures du matin, midi. Toutes les affaires sont fermées, ils n'ont rien à faire, ils s'emmerdent. J'ai vu des gens au début surtout trouver le temps long. Et moi, je conseille, c'est de partir vers 6-7 heures, puis prendre son temps sur le chemin, arrêter, visiter. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parce que je vous le dis, tu sais, il fait très, très chaud. Puis la majorité des choses, des restaurants, quand vous arrivez à destination, tu sais, c'est pas tout fermé entre 3 heures et 6 heures souvent, là. Tu sais, les bars sont ouverts, fait on peut prendre de l'alcool, on peut prendre des choses à boire, mais tu sais, pour manger, c'est souvent fermé. Eux autres, c'est comme la sieste pour eux autres. C'est là le moment qui fait le plus chaud, là, je pense, c'est entre 3 heures et 6 heures. Et qu'il y a beaucoup de choses qui est fermé. Fait que je conseille, tu sais,
de pas trop partir tôt parce que c'est plat. Il n'y a rien à faire rendu là-bas si vous arrivez trop tôt. Souvent, les pèlerins sont pas arrivés, fait qu'il n'y a pas d'échange nécessairement. Fait qu'il faut trouver son mix, OK, entre partir à une heure respectable, pas être dans la grosse chaleur, OK, quand il fait chaud. Fait qu'on le trouve assez rapidement, notre mix. On prend notre vitesse de croisière aussi. Parce que, tu sais, moi, souvent, au début, tu sais, je voulais faire les étapes officielles. Je me suis dit, je vais faire ça en un mois. Je partais, par exemple, à 6 heures. Puis moi, je marche très vite, je suis habitué. Fait que je faisais mon 25-30 kilomètres. J'arrivais à 11 heures, il n'y avait aucun pèlerin, tout était fermé, j'ai rien à faire. Fait que là, je me dis, OK, ben, je vais continuer à marcher. Fait que là, tu sais, c'est un peu ça que, tu sais, faut que tu trouves ta façon de faire. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé mon gap. Au début, après un certain temps, je faisais trop de kilomètres. Tu sais, j'ai monté quasiment à 40-45 kilomètres par jour. C'est sûr que là, je ne vous dis pas nécessairement de faire ça. Je commençais à faire des ampoules. Fait que je commençais à pas être bien. Bref, là, mon gap pour moi, c'était 35-38 kilomètres par jour. Fait que ça allait super bien. C'est là que mes pieds étaient corrects, puis tout ça. Fait que, tu sais, il faut trouver notre façon de marcher. Puis je peux vous dire une chose, c'est pas comme au Québec. Tu sais, moi, au Québec, je suis habitué, je fais ci, je fais ça, j'ai ma routine, mais c'est complètement pas la même chose. Puis si on prend pas le temps de s'écouter et de trouver notre routine, ben ça va être un problème parce qu'on peut avoir des inconforts ou pas assez marcher. Puis, tu sais, c'est un pèlerinage là aussi. Fait que, tu sais, il faut prendre son temps. Il y a beaucoup de choses à visiter, comme je disais tantôt, des églises, des châteaux, des choses comme ça. Fait que c'est pas une course. Il faut prendre notre temps. Puis, tu sais, il y a plein de restaurants que tu peux arrêter sur l'heure du midi aussi. Tu peux manger, tu peux faire des nouvelles rencontres. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans cette aventure. Je vais vous parler un petit peu du matériel à amener. Puis là, dans le fond, c'est une photo que j'ai prise, mais c'est une photo au Québec, là, parce que j'avais pas de photo de mon sac à dos à Compostelle. Première des choses, c'est les fameuses chaussures, OK? Moi, tu sais, je fais de la randonnée, j'ai des souliers de randonnée à gauche et à droite de qualité, puis j'ai amené des chaussures de longue randonnée en Gore-Tex, des Salomon, là, puis vraiment de haute qualité. De longue randonnée, là, c'est 8-10 jours en montant, sac à dos, c'est spécialisé pour ça. C'est pas des bottes, c'est des chaussures. Puis je me suis rendu compte, OK, que c'était complètement de la marde, OK, excusez-moi l'expression, pour faire ce genre de randonnée-là. C'est en Gore-Tex. OK, en Gore-Tex, même si c'est supposé de respirer, mais c'est supposé être quand même empêcher l'eau de rentrer, légèrement, bien sûr, là. Je me suis rendu compte que ça respirait pas assez. Je me suis rendu compte que ces tuyaux-là étaient très chauds. Fait que dans le fond, mon pied, OK, il avait tendance à gonfler, à prendre de l'expansion, faire des ampoules aussi. Fait que je me suis rendu compte, après ça, j'ai parlé avec d'autres pèlerins, je suis allé voir des boutiques aussi, puis c'est des boutiques un peu aussi dans les villages, puis dans les villes. Je me suis rendu compte que c'était de la cochonnerie pour faire ça, puis j'ai pas honte de dire de la cochonnerie. Fait que ça prend des souliers beaucoup plus, OK, qui respirent beaucoup plus. J'ai vu des pèlerins en sandales avec du velcro. Je peux vous donner des idées parce que c'est extensible, puis on peut les attacher avec la grandeur puis la grosseur de tes pieds qu'on a. Fait que j'ai vu beaucoup de monde comme ça, des chaussures à 50 $ aussi. Fait que c'est pas nécessairement les gros souliers du Québec qui va faire en sorte, OK, que vous allez être confortable dans vos chaussures. Prenez le temps de prendre une paire de chaussures puis vous renseigner qui respire vraiment beaucoup. Ça, c'est primordial. Je suis pas un spécialiste dans les chaussures, là, mais tu sais, prenez le temps, il y a plein de boutiques qui le font. Il y a votre chaussure que vous utilisez au Québec, OK, probablement qu'elle n'est pas adaptée pour faire ça. Je vous conseille aussi, puis ça, c'est plusieurs pèlerins qui m'ont dit la même chose, de prendre une pointure à une pointure et demie plus grande, justement parce que dans le fond, votre pied prend de l'expansion. Je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai étiré mes chaussures qui est jusqu'à la fin. Il était fini, tu sais, il était pratiquement neuf au début. Je les avais cassés, bien sûr. À la fin, il était vraiment, vraiment complètement fini. Tu sais, c'était vraiment où les pieds plient, là, c'était vraiment fendu. Fait que je les ai laissés là-bas au Portugal, parce que j'étais allé au Portugal par la suite. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis acheté une paire de chaussures bien normales, là, tu sais, pour marcher, là, tu sais, en touriste, là, tu sais, puis je porte des 10 normalement. Il a fallu que je prenne des 11 parce que mon pied, même 5-6 jours après, il avait quand même été enflé à cause de toute mon aventure. Fait que ça, c'est important parce que sinon, vous ne serez pas bien. Quand c'est serré, il fait chaud, ben, vous allez avoir des ampoules. Ça prend des bas, là, des chaussettes là, à double paroi aussi. Fait que quand vous marchez, ben, ça frotte ensemble, ça frotte pas nécessairement sur les pieds. Moi, au Québec, je fais absolument aucune ampoule, OK? Puis je marche des longues randonnées, des 10 jours des fois, jamais d'ampoule. Puis là-bas, ben, ça a été un des problèmes que j'ai eu beaucoup. Mais je me suis rééquipé de bas, de chaussettes
d'équipement, OK, pour me protéger, OK, au fil du temps. C'est pour ça que je vous dis ce genre d'informations-là. Moi, les chaussettes double paroi, ça a sauvé mes pieds, là. Ça m'a permis d'avoir plus mais en tout cas, ça m'a permis que ça frotte moins et d'avoir moins d'ampoules. Sac à dos, OK, on n'a pas beaucoup trop de stock, OK. Fait que moi, je vous conseille un 30-35 litres, là, OK. C'est pas là pour c'est pas une parade de mode, c'est pas là pour être beau et être sexy, là. Fait que 30-35 litres. Moi, j'avais un 34 litres, OK. Puis la majorité du stock que j'avais dans mon sac, je l'ai jeté, donné ou abandonné sur place parce que j'avais amené trop de stock. Des bâtons de marche, OK, c'est primordial. Il y en a qui vont acheter un bâton de pèlerin sur le sentier à Saint-Jean de Pied-de-Port. Il y en a plein que tu peux acheter. Moi, je trouve que c'est plus ou moins adapté. Moi, j'aime mieux des bâtons de marche. Vêtements, là, tu sais, deux t-shirts, un chandail long, pas un hoodie là, épais, là, ça prend de la place. C'est un chandail plus technique, long, tout simplement. C'est sûr que si tu pars en mai, OK, ça va prendre peut-être du linge un petit peu plus chaud. Mais tu sais, si vous partez d'été, là, je vous parle de mon expérience. Culotte courte, moi j'ai pas amené de pantalons longs, deux paires de culottes courtes, puis j'ai amené un chandail qui est plus propre pour les soirées, tout simplement des bobettes, OK, des sous-vêtements, OK, puis des bas, plus en quantité, parce que dans le fond, ça ne me tentait pas de faire du lavage à tous les jours. Vous allez voir, tu sais, un chandail, même s'il n'est pas à son meilleur, ça se porte, mais tu sais, des sous-vêtements, ben, c'est ordinaire. Puis les bas, ben, qu'est-ce que si ça a une mauvaise odeur, ben, ça peut infecter vos pieds. C'est très, très important. Trousse de premiers soins, tu sais, moi j'avais amené. C'est important, puis j'ai mis une photo ici après. Là. Ça, c'est le genre de truc que vous devez absolument acheter, l'épisode du Compeat. Là. C'est comme une deuxième peau qui colle super bien sur vos ampoules si vous avez des ampoules. Vous pouvez acheter même il y a des portions de pansement qui appellent une seconde peau. Là, OK? C'est un peu la même technologie, mais c'est un petit peu plus large. Ça, quand vous avez des ampoules, surtout en dessous du pied, là, vous mettez ça, ça colle avec du tape OK, médical, que vous enrobez ça. Ça fait toute une différence. Puis je vous le dis, là, la majorité des gens qui ont une mauvaise expérience OK, sur le chemin, en tout cas que j'ai eu l'occasion de voir, c'est les fameuses ampoules. Amener peut-être une aiguille pour pouvoir les péter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené un couteau suisse. Il y avait une paire de ciseaux dessus, puis pour couper des pansements, c'était génial. Mais j'avais un petit truc pour péter les ampoules. Fait que quand vous n'avez, encore là, moi, je suis pas un médecin, là, mais moi, je les pétais, je la vidais, je mettais la seconde peau, je mettais du tape, puis ça faisait vraiment la job. Vu que j'avais pas beaucoup de place, moi, j'ai amené de l'amande poivrée, OK, quand j'avais des maux. Tu sais, à place de prendre je sais pas, des produits là, pour musculaires, ben moi, je prends de l'amande poivrée. J'ai amené un sac à eau, OK, pour mettre de l'eau. J'ai amené plein de choses comme des gourdes, des trucs comme ça. Puis, tu sais, c'est pas que c'était super pesant. J'étais habitué à prendre un sac à dos puis marcher avec. C'est juste, c'est encombrant. Quand on veut avoir accès à nos choses facilement, puis dans le fond, vous voulez avoir aussi, tu sais, le matin, soit on part tôt, tu sais, il fait noir. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir, OK, tout ça à notre portée de main, puis soit facile à rentrer puis sortir. Moi, j'ai acheté des compartiments pour mettre mes choses. Tu sais, le petit compartiment jaune, OK, c'était telle affaire qui était dedans, le bleu, le vert, c'était telle chose. Une lampe frontale qui est primordiale, surtout dans les dortoirs. Et après ça, dans le fond, casquette, chapeau, crème solaire. Moi, je suis pas un je suis pas un, je suis pas, vous connaissez, là, tu sais, si vous avez, par exemple, OK, tendance à faire des coups de soleil, ben, amenez votre crème solaire, mais tu sais, vous allez vous en rendre compte, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu fais un méchant bon fond de soleil, puis t'en mets plus de crème solaire, là, tu sais, c'est comme tannant d'enlever ton sac, fouiller dedans, puis de crémer, là, tu sais, on n'en voit pratiquement pas qui se crème, parce que tu sais, je veux dire, le fond se fait rapidement, puis après ça, dans le fond, on n'en pogne plus de coups de soleil. Puis bon, ben, tu sais, quand vous avez mal à la tête, OK, si c'est des Advil, des Tylenol ou peu importe des Motrins, toujours pratique aussi, parce que des fois, on peut être fatigué, surtout les premières journées, on a mal à quelque part, fait que c'est toujours super intéressant d'avoir ça. Pour le reste, tout s'achète sur le chemin. C'est pas le tiers-monde, OK? Fait que la majorité des villages et des villes, ils ont des pharmacies ou des boutiques tout simplement que vous pouvez acheter du matériel. Je vais vérifier s'il y a des petites questions. Non, pour l'instant, parfait. Fait que ça se trouve être des compites là, que vous pouvez acheter dans toutes les bonnes pharmacies. Puis je vous conseille de l'acheter parce que dans le fond, là-bas, ben, c'est sûr que toutes les boutiques là, de pèlerins, ben, ils vendent ça cher. C'est en euros aussi. Fait que vous comprenez, c'est quasiment, si ça coûte 20, je pense, ça coûtait 25 $, 25 euros. Fait que ça revient assez cher, en canadien.
Euh, Là, qu'est-ce que je vous conseille? C'est des applications mobiles. Moi, je vous conseille fortement d'avoir une carte SIM, eSIM, une carte virtuelle de data là-bas. Moi, je fais affaire avec la compagnie AlloSIM, ALOSIM. J'aurais peut-être pu l'écrire parce que dans le fond, c'est super pratique votre téléphone. Moi, j'utilise l'application que vous voyez à l'écran, Buen Camino, qui veut dire bon chemin. Vous allez voir cette expression-là, Buen Camino, à chaque fois que vous croisez un pèlerin, ben, ou même des gens qui sont locaux, ils vont vous souhaiter bon camino en disant Buen Camino. Mais l'application s'appelle comme ça. Fait que c'est très simple. Il y en a d'autres aussi. Fait que quand tu la télécharges, tu choisis le sentier que tu fais, peu importe, il pose des questions, la langue. Puis dans le fond, ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu vois toutes les étapes, toutes les itinéraires, les localités. Puis dans chacune des localités, ben, vous allez pouvoir connaître ce qu'il y a dans cette localité-là, les auberges qui sont disponibles, les restaurants, les services par qu'est-ce que chaque hôtel a ou auberge, qu'est-ce qu'ils ont comme service. Et c'est plus facile par la suite de pouvoir choisir où tu veux coucher, planifier et même réserver. Certains hôtels, tu peux réserver directement sur l'application. Fait que c'est super intéressant d'avoir ça. Tu peux avoir l'application comme, mettons, tu peux avoir aussi la fonctionnalité dans cette application-là de carte. Fait que tu peux voir où que tu es, si tu es sur le chemin, puis tout ça. Des fois, les bornes, c'est facile à te localiser, mais des fois, en ville, c'est moins évident. Surtout quand il fait noir, des fois, tu vois pas nécessairement les flèches. Fait que ça, c'est un incontournable, cette application-là, pour planifier puis gérer votre itinéraire. Euh, Bon, tu peux avoir la version sans data, mais souvent, quand tu veux changer d'information, ça prend d'Internet. Même si la majorité des auberges que vous allez croiser, les restaurants, ils ont Internet, ben, des fois, on est en plein milieu d'une forêt ou dans un champ. Fait que c'est pratique d'avoir du data. Fait que AlloSIM pour avoir une carte virtuelle de data. Fait que vous prenez un forfait européen parce que vous commencez en France et en Espagne. C'est très pratique. Ça coûte pas cher. Là. Vous n'avez à 30-40 $ là, pour un mois sans problème. Je vous conseille Google Translate, à part si vous êtes espagnol, vous êtes capable de parler espagnol. Bon, tout le monde se débrouille en anglais sur le chemin, mais parfois, des fois, ils parlent uniquement espagnol. Téléchargez les langues dans Google Translate aussi, parce que si vous n'avez pas de data cette fois-là, ben, c'est le fun que ça fonctionne en mode hors connexion. WhatsApp, OK, si vous voyagez un peu à gauche et à droite dans le monde, c'est l'application que vous devez avoir sur votre téléphone pour pouvoir échanger, pour réserver des hôtels ou peu importe. La majorité des réservations qui se font dans l'application Buen Camino, ben, ils vont vous envoyer sur la plateforme WhatsApp de toute façon pour parler au propriétaire ou au service de réservation de l'auberge. Ensuite, ben, Booking, vous connaissez ça, un Booking pour réserver des hôtels. Ben, quelques-unes des références, c'est WhatsApp pour booker des auberges, mais des fois, ça soit être Booking. Des fois, il n'y a plus d'auberges de disponibles, mais sur Booking, il y en a d'autres. Fait que je vous conseille d'avoir ça. C'est quand même super intéressant. Google Maps aussi, parce que dans le fond, des fois, on cherche une auberge ou peu importe quelque chose, une pharmacie, par exemple, qui n'est pas dans Buen Camino, ben, c'est toujours pratique de pouvoir la trouver facilement, puis vos applications que vous avez au quotidien. Les auberges, on va parler un petit peu plus des hébergements. Comme je disais, dans l'application Buen Camino, chaque municipalité, chaque village, chaque ville, il y a toutes les auberges qui sont répertoriées dedans. Ils appellent ça des albergues là-bas. Fait que c'est des auberges du pèlerin. La majorité des auberges qui sont dans Buen Camino sont des auberges avec une tarification intéressante pour les pèlerins. Fait que ça peut varier entre 10 € à 25 €, tout dépendamment les services qu'ils ont. Les premiers dans Buen Camino, c'est toujours des albergues plus municipaux ou genre par des ordres religieux ou des trucs là, des OSBL là, pour les pèlerins. Fait que souvent, c'est très avantageux, pas cher. Beaucoup, c'est des donativos, ça veut dire que c'est sur donation. Ça, c'est intéressant, ça coûte pas cher. Ils conseillent de donner quand même 15 € quand c'est ce système-là qui est là. En dortoir, on se le cachera pas, là, à part quelques hébergements, que tu peux avoir des chambres privées qui sont beaucoup plus chères, bien entendu. Mais la majorité, c'est des dortoirs. Pour ceux qui n'ont jamais dormi en dortoir, ben, c'est des fameux lits superposés. Fait que dans une salle, il peut y avoir 4 à des fois même 100 personnes dans le dortoir, des toilettes partagées, bien entendu. Fait que c'est la majorité des choses qui sont là. Euh,
Après ça, moi, ma technique que je faisais, c'est que je savais jamais où j'arrêtais la journée même. Là. Tu sais, je partais, puis j'avais peut-être un petit coup d'œil là, dans quel point je voulais arrêter. Vers midi, 1 heure, 2 heures, ben, c'est là que j'essayais de trouver où j'allais arrêter. Puis c'est là que je réservais, là, sans j'essayais de réserver à l'avance une auberge. Quand c'était dans les trucs, les ordres religieux, par exemple, ou les municipaux, il n'y a pas de réservation. Fait que souvent, c'est plus gros, il y a plus de place aussi. Fait que souvent, je m'organisais pour faire ça en début d'après-midi. Sauf que dans les 100 derniers kilomètres, je vous conseille de faire ça une journée d'avance. Il y a 2 nuits que j'ai manqué de dormir à la Belle Étoile parce que dans le fond, comme je dis, c'est une période très touristique, puis il y avait beaucoup de monde sur le chemin, puis tout était réservé. Fait que j'ai eu de la difficulté à trouver des trucs. Fait que je vous conseille peut-être de les trois, les 100 derniers kilomètres, de réserver quelques jours à l'avance pour s'assurer que dans le fond, qu'il n'y ait pas de problème. Dans la majorité des auberges, ben souvent, il y a ça des dîners communautaires, des dîners du pèlerin. Parce que là-bas, en France et en Espagne, OK, c'est pas comme au Québec. C'est le déjeuner, ben l'autre, c'est le dîner. Le petit déjeuner, c'est notre déjeuner. Le dîner, comme je dis, c'est le déjeuner. Puis le souper pour nous, ben les autres, c'est le dîner. Fait que là, il y a des dîners communautaires qui appellent. Fait que tu payes entre 10 et 15 euros. Fait qu'il y a vraiment un repas du pèlerin. On me voit en photo avec un dîner communautaire. Fait que dans le fond, ça, il y a une entrée, il y a un plat principal, un dessert, puis il y a du vin si tu désires ou de l'eau, peu importe, là. Fait que c'est super avantageux, super intéressant. Puis on fait beaucoup de rencontres, OK, sur le chemin, que ce soit en marchant, que ce soit dans les auberges, les dîners, les restaurants. Puis la barrière de la langue, c'est pas un problème, hein. Tu sais, là-bas, il y avait un couple de Français, mais les autres, ils parlaient une autre langue, qui fait que ça bargouine un peu en anglais, qui est un peu français, un peu espagnol. C'est ça qui est magique, ok. Personne n'est bon, qui est dans la langue, mais tu sais, on se comprend, puis on rigole, puis au début, ça sort de notre zone de confort, mais à la fin, ben, on est habitué, puis tu sais, on rigole. Moi, je me suis tenu là, pendant 15 jours pratiquement, tu sais, je me suis tenu avec une gang d'Italiens qui parlaient juste italien. Puis tu sais, on avait comme le même rythme de marche, puis on avait même la même, tu sais, un peu les mêmes places qu'on aimait dormir, puis tout ça, puis tu sais, on barbounait. Les autres parlaient un petit peu français à la fin, puis moi un petit peu italien, puis tu sais, on a eu bien du plaisir, c'était bien le fun. Puis des fois, ben, le vin aide aussi à se déjeuner. Le budget, ben, c'est ça, autre que le billet d'avion pour se rendre là-bas, retourner. Puis, tu sais, pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous allez comprendre que souvent, vous allez atterrir à Paris. Il y a un peu de train, OK, pour descendre en bas. Autre que les transports pour se rendre, OK, et revenir. Et moi, je vous dirais peut-être calculer un bon 60 à 70 dollars par jour. 60 euros, excusez-moi, par jour. Je tiens à préciser euros. Ça vient mêlant. Parce que dans le fond, puis là, c'est un budget là, pour pas vous donner de la misère. Moi, j'ai des gens qui ont fait beaucoup moins que ça. Mais tu sais, je vous donne un exemple. OK, bon, moi, ce que je faisais, ma routine, c'est que je me levais, mettons, vers 5-6 heures. Bon, 6 heures, j'étais sur le sentier. Et bon, il fait noir, il y a rien, ils n'ont pas déjeuné immédiatement. Fait que, tu sais, moi, j'attendais peut-être genre vers 8 heures de prendre le premier village pour prendre mon petit café puis un petit truc à déjeuner. Bon, ça coûte peut-être 5 à 10 euros là. Après ça, OK, bon, vers midi, 1 heure, ben, j'arrêtais pour poser mes pieds, je mangeais un petit sandwich, un petit breuvage, OK, peu importe c'est quoi, bon, peut-être un 10 à 15 euros là aussi. Le soir, ben, le dortoir, peut-être 15 à 20 euros. Le dîner, peut-être 15 euros, 20 euros. Puis, tu sais, bon, au travers de ça, des fois, je m'achetais une bouteille d'eau, peu importe. OK, une fois de temps en temps, je faisais du lavage aussi. Des fois, je le lavais à la main, mais des fois, tu sais, il y a toujours des places dans les auberges pour laver ça à la main, mais des fois, il y a une machine à laver. Fait que des fois, c'est le fun quand tout est pas mal à laver. Fait que, tu sais, prévoyez un 60 à 70 euros, mais vous pouvez descendre facilement en bas de ça. Puis si vous prenez des hôtels ou des auberges, OK, plus privés, là, dans le sens que vous avez une chambre privée, puis vous allez dans des gros restaurants, ben ça peut augmenter vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que ça prend un petit budget pour faire ce genre d'aventure-là, mais ça vaut tellement la peine. On poursuit. Euh, Là, j'ai parlé un petit peu des trucs techniques. J'ai parlé un peu des conseils. J'ai parlé un peu c'est quoi le chemin. Je vais vous parler un petit peu plus comment on incarne le chemin, mais à la fin de ma conférence, je vais vous parler beaucoup plus de mes apprentissages spirituels, parce que j'ai quand même appris d'autres choses que Compostelle. Et j'ai vraiment mis mes apprentissages spirituels à la fin de la conférence. Je voulais quand même vous dire que, tu sais, sur le chemin, il y a comme 3 étapes là, assez flagrantes que peut-être les gens ne savent pas nécessairement quand vous embarquez sur le chemin.
il y a comme trois régions, puis vous allez voir sur les bornes, OK, c'est écrit OK, en bas à chaque fois. Au début, quand tu commences, OK, ben, quand tu arrives directement en Espagne, à Roncevaux, on est dans la région de l'Espagne qui est la Navarre. OK. C'est le Navarre, ça a déjà été un royaume indépendant, là. Le Navarre, OK, c'est le début. OK. Fait que quand tu arrives sur le chemin de Compostelle, il y a toujours une raison pour que tu es là. Peut-être que c'est pas clair nécessairement, mais il y a une raison. Peut-être que c'est clair aussi. Moi, c'était clair. OK, j'étais épuisé, j'étais en burn-out, en séparation, un peu ça comme vous voulez, en remise en question. Fait que, tu sais, au début, j'appelle ça genre le dépouillement. Tu sais, tu marches 25 km, 30 km par jour, tu rencontres des gens que tu connais pas, tu manges de la nourriture qui est différente, tu dors en dortoir, tu sors de ta zone de confort, ça se peut que tu vas pas bien. Puis là, l'univers, la vie t'envoie des expériences, un chemin pour pouvoir enlever tout ce qui doit enlever de ta vie, tout ce qui est plus nécessaire. Fait que c'est un chemin, c'est une portion du chemin où tu sens là, que tu sais, il y a du ménage qui se fait. Parfois, c'est pas facile nécessairement physiquement, mais aussi spirituellement. Tu vois qu'il y a quelque chose qui s'en va de toi. Après ça, ben, tu changes de région. En passant, physiquement parlant, le Navarre, selon moi, c'est un des portions les plus belles parce qu'il y a un peu des montagnes, il y a beaucoup de châteaux. Tu sais, c'est super. Il y a moins de plaines, longues plaines. C'est moins aride aussi comme température. Après ça, tu arrives dans la région de Léon et de Castille. Euh, puis, vous êtes trop pas, on part dans cette portion-là, il y a comme la Macéta, qui est comme quasiment un désert, il y a beaucoup de vignes, c'est des champs à perte de vue, c'est du sable quand tu marches, c'est très, très, très chaud. Puis là, c'est dans ce bout de chemin-là, là, c'est la transformation. Tu t'es dépouillé avant, tout ce qui était plus nécessaire, il y a parti. Tu vas comprendre aussi, puis j'en parle plus tantôt, c'est que ton cerveau dans la Navarre, il a commencé à trouver qu'il sert à rien. Tu sais, là, tu réfléchis, tu penses à tes problèmes, tu penses à ta vie au Québec, dans la région de Navarre. Puis là, tu te rends compte que ton cerveau se rend compte qu'il sert absolument à rien. Fait que là, tu sais, dans la région de Léon et Castille, ton cerveau, il est pas mal à off. Là, tu sais. Tu penses plus nécessairement, OK, puis tu vis plus, OK, tu es plus dans l'être que dans le faire. Puis c'est ça. Fait qu'il y a une magie qui s'opère en toi. Puis là, tu sens que la transformation est quelque chose qui se passe, OK? Puis bon, même s'il fait chaud, même si c'est aride, tu sais quelque chose qui se transforme. Puis là, après ça, ben, après plusieurs kilomètres, à la fin, quand tu arrives, mettons, les 5, 6 dernières journées avant d'arriver à Compostelle, tu arrives dans la région de Galice. Puis là, il y a de l'intégration qui se fait. J'en parle un peu tantôt, là. Mais la transformation a eu lieu. Puis c'est là que tu deviens une personne différente. Tu le sens, là. Tu le sens que là, tu croises d'autres pèlerins, quelques autres qui n'ont pas vécu ça. Tu vois la différence totale, là. Tu le vois. Après ça, ben, la dernière, qui n'est pas une région nécessairement qui est en Espagne, c'est le retour. Le retour, j'en parle tantôt, mais c'est sûr que tu reviens pas. Si vous pensez partir sur Compostelle puis revenir comme vous étiez, là, oubliez ça totalement, là. Tu reviens d'une autre personne, les gens s'en rendent compte. Tu t'en rends compte, OK? Puis même si tu allais bien avant de partir pour Compostelle, le retour est parfois des fois brutal. Quand je dis brutal, c'est pas négatif, là. C'est juste que tu peux plus revenir comme tu étais, tu peux plus revenir dans les bases. Il y a des changements puis de la magie qui doit se produire dans ta vie. Puis, tu sais, tu comprends que tu pars 40 jours, 30 jours, 25 jours, ben, les autres, les gens autour de toi, les autres, ils ont resté sur le même beat, OK? Le train est à 100 000 à l'heure. Toi, tu ne veux plus embarquer dans ce train-là, OK? Tu n'es plus là pendant tout. Fait qu'il y a des changements qu'il faut que tu fasses. L'erreur que tu peux faire, c'est revenir comme avant. Ça, je l'ai vu, OK? Mais non, faut que tu fasses ce processus-là. Fait qu'il faut que tu intègres, OK, tout ça dans ton quotidien. Comme je vous dis, je vais continuer ma conférence. Je vais vous en parler davantage, tout ça. Mais il y a vraiment trois belles régions avec trois aspects spirituels. Je vais les répéter. La Navarre, qui est comme le dépouillement, laisser partir ce qui n'est plus nécessaire à ton existence. Léon, Castille ou Castille-Léon, c'est la même chose. La transformation. La Galice, c'est l'intégration. Puis le retour, ben, c'est l'intégration de tout ça, si tu as la volonté de poursuivre tout ça. Le Portugal, OK, je vois rapidement, là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ça nécessairement, qui voulaient entendre aujourd'hui. Ben, moi, dans le fond, j'ai décidé, je voulais, tu sais, c'était l'été, OK, quoi de mieux, les enfants avaient pas commencé l'école, quoi de mieux que poursuivre mon périple. Fait que j'ai décidé d'aller me reposer au Portugal tout de suite après. J'ai pris un avion de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne. Fait que j'ai fait Lisbonne. Là, c'est moi en arrière. Lisbonne, en passant, c'est extraordinaire, une méchante belle ville. Je pensais, OK, rendu là, quand j'ai passé 3, 4 jours, que ça allait être
c'était dans mon top 2 des villes les plus belles au monde. La première en passant, c'est Cusco au Pérou, selon moi, là. Fait que c'est la deuxième plus belle ville au monde. Fait que j'ai full aimé ça, OK? Puis je rentrais pas trop en détail, mais ça m'a fait du bien, me relaxer. J'ai tout changé mon linge en passant. Tout mon linge était troué. Tu sais, j'avais des camisoles, j'avais un chandail, OK? À force d'avoir du soleil dessus, il y avait des trous, puis tout ça. Fait que j'ai tout jeté mon linge. Je me suis tout racheté des belles petites chemises, OK, en lin, puis tout ça, pour faire concept européen. Puis ben, c'était merveilleux. Puis après ça, ben, je suis parti, j'ai pris un train, puis j'étais allé à Porto. Je pensais que Lisbonne était la deuxième plus belle ville au monde. J'arrive à Porto, wow, j'ai changé. Porto, c'est ma deuxième plus belle ville au monde. Sérieux, Porto, là, vous devez aller là. C'est extraordinaire. La nourriture au Portugal, c'est wow, c'est magique, c'est merveilleux. Puis bon, tu sais, puis sur le chemin de Compostelle, vous allez voir quelque chose qui est particulier, c'est que, tu sais, on marche toute la journée. Puis, il y a des signes qui apparaissent sur le chemin. Tu sais, moi, il y avait beaucoup de choses ok, qui étaient reliées. Je n'ai parlé un petit peu tantôt aux Templiers. Il y avait beaucoup de choses. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime l'aventure, qui aime l'histoire. Ok. Fait, il y a beaucoup de choses ok, probablement que mon subconscient était allumé à ça, qui étaient là-dessus. Je voyais plein de symboles. Puis le soir, ben, on raconte un peu notre péripétie au souper. Tu te rends compte, quand tu parles ok, aux gens, il n'y a personne qui a vécu le même chemin pareil. Tu sais, moi, je parlais, j'ai vu telle affaire ok, sur telle affaire. Puis le monde dit, ah, j'ai pas vu ça, puis il me parle d'autres choses, OK, puis moi, j'ai pas vu ça. C'est ça qui est extraordinaire. Mais moi, dans le fond, quand je suis allé au Portugal, mais tous les symboles, OK, puis les signes que j'ai vus, ben, ils ont continué je continue à les voir, OK, au Portugal. Fait que je dis, wow, j'ai dit, c'est tombé merveilleux. Il y a les synchronicités que la vie nous envoie. Comme je vous dis, je voulais pas trop vous parler du Portugal, mais vraiment, c'est un pays à voir, OK, si vous avez le temps. Moi, j'ai passé 5 jours là-bas. J'aurais dû rester une semaine si j'aurais eu plus de temps. C'est formidable. Prochaine destination, bon, j'étais allé à Lisbonne, j'étais allé à Porto. J'ai pris l'avion, puis j'étais allé à Toulouse. Je voulais aller voir les pays Qatar, ça, là, je le prononce souvent mal, là. Dans le fond, c'est le sud de la France, dans le coin de Toulouse. Ils appellent ça la région du Languedoc, tu sais, les fameux vins français dans le coin de Toulouse. Là. Fait qu'il y en a qui appellent ça l'Occitanie aussi. Bon, les Qatars, c'est quoi? OK, bon, pour ceux qui sont un peu qui aiment beaucoup les mystères et l'histoire, ben, dans le fond, ça se trouve être, dans le fond, une ancienne religion dans le temps du Moyen Âge. Bon, c'est simple, c'est des gens qui de cette région-là qui utilisaient les fondements de la religion chrétienne, mais vraiment à la base. Ils n'utilisaient pas la Bible, le pape était pas là non plus. C'était vraiment l'enseignement de Jésus à la base, là, aimons-nous les uns les autres. C'était vraiment ça. Puis ça gagnait beaucoup en popularité. Puis même certains grands de ce monde qui se convertissaient dans cette religion-là. Jérusalem, les croisades, on avait perdu Jérusalem, il y avait, bref, les gens cherchaient des conflits. Le sud de la France, Toulouse, n'était pas nécessairement régi par le roi de France. C'était comme un super indépendant. Bref, il y a eu une croisade pour les éradiquer complètement, pour les supprimer. Puis c'est ça qui s'est produit. Fait que bref, pendant quasiment une cinquantaine d'années, ben, il y a eu des croisades pour complètement les détruire. Mais il y a plein de beaux châteaux, comme vous pouvez voir à l'écran, qui sont juchés sur des montagnes, qui sont extraordinaires. Puis dans cette région-là, là, si vous êtes un peu fervent d'histoire, puis tout ça, il y a la légende aussi de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, puis plein de belles villes comme ça, plein de légendes. Tu sais, bon, si vous avez déjà écouté un peu le Da Vinci Code, ou vous avez soit écouté le film ou lu le livre, tu sais, Marie-Madeleine, elle serait débarquée en France. Fait qu'il y a beaucoup de mystères attachés à ça. Il y en a même qui disent que le tombeau de Jésus, il serait en France, il serait pas mort, OK? En tout cas, je ne vais pas rentrer en détail, puis là, je ne vais pas faire des cours de religion, puis de trucs comme ça, mais il y a beaucoup de mystères là-dessus. Fait que j'ai passé du temps à voir les châteaux cathares, connaître vraiment leur culture, puis tout ça. Puis je suis allé voir les mystères aussi à Rennes-le-Château, sur Marie-Madeleine, Jésus et compagnie. Fait que bref, j'en parlerai pas nécessairement beaucoup aujourd'hui, mais c'était une belle continuité avec tout ce que j'ai vécu sur le chemin au Portugal et aussi ben là, dans mon périple dans le coin de Toulouse. Je me suis loué une voiture, je me suis promené, c'est extraordinaire. J'ai vu plein de châteaux, plein de synchronicités aussi. Si vous voulez en savoir davantage, puis ça vous intéresse, là, OK, ce genre de bout-là, là, je préfère une conférence juste là-dessus. Je pourrais en parler pendant des heures, beaucoup de mystères, beaucoup de choses magiques.
Je poursuis. Fait que, tu sais, bon, les villes que j'ai visitées là, en auto, Toulouse, bien entendu, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Montségur, OK, c'est la dernière forteresse qui a été vaincue par les croisades. Je vais juste vous donner une idée, là, genre, c'est que, bon, ils ont capitulé tout simplement, puis je pense qu'il n'y avait plus de nourriture nécessairement, puis ils ont allumé un bûcher en bas, puis ont choisi, il fallait qu'ils choisissent, est-ce que dans le fond, vous changez de religion, OK, vous reniez votre foi cathare, ou vous sautez dans le feu, puis il y avait 200 personnes, puis les 200 personnes ont sauté dans le feu, je vous donne une idée, puis il y a 40 autres personnes qui n'avaient même pas rapport, OK, dans cette religion, qui ont fait la même chose. C'est peut-être une légende, OK, mais selon l'histoire, c'est ça. Fait que Montségur, OK, bon, oui, il y a une forteresse en haut que tu peux visiter, tu peux monter. Moi, je dormis dans le village en plus. C'était vraiment extraordinaire, un petit village de 100 personnes. Quand tu vas là, quand tu te promènes là, puis tu parles aux gens, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grande nature. Tu sais qu'il y a une légende, OK, que le monde ne connaisse pas. C'est vraiment intéressant. Là-dedans, ben, il y a Puy-Vert, il y a Pyrrhus, ça, je prononce sûrement mal. Kiribus, Pyrélos, Carcassonne, la fameuse, je sais pas si je reviens, là, la fameuse forteresse en bas à droite, là, c'est vraiment magique, là, c'est vraiment une forteresse avec un village à l'intérieur. Tu rentres là-dedans, puis il y a vraiment une belle vie, là, des bars, des restaurants, des boutiques extraordinaires. Fait que c'est ça. Ensuite, pour terminer, parce que j'ai pratiquement pour terminer, je suis allé voir un de mes amis, Fabrice, OK? Lui, j'ai rencontré, c'est simple, je suis allé faire un voyage au Pérou. J'ai organisé plusieurs voyages au Pérou avec des groupes, mais là, c'était moi qui allais, OK, c'était moi le client, que je suis allé avec une gang de Français. Ça finit à quelle heure? D'après moi, j'ai encore pour une demi-heure, mon ami. Tu peux aussi, genre, l'écouter en rediffusion. Là, je vais l'envoyer là, dans les prochains jours par courriel si tu es inscrit. Et lui, j'ai connu, c'est ça. Fait que j'étais participant d'un voyage d'aventure au Pérou. C'était le Fabrice. Fait que dans le fond, il est venu me visiter au Canada. Fait que là, j'étais en France. Fait que j'ai décidé d'aller le visiter. Là, il était à Dunkerque, en haut de la France. Fait que je suis monté là-bas. Fait que ça a été pas nécessairement une portion spirituelle. Ça a été une portion où j'ai découvert un autre côté de la France. Là-bas, c'est proche de la Belgique. La nourriture, OK, c'était malade, c'était gras. Tu sais, les frites, c'était dans du gras de canard. Je vais vous donner une idée. Je suis pas un amateur de frites, là, mais c'était débile, OK, les bières, OK, j'avais arrêté de prendre de l'alcool, mais il fallait que je goûte, là, c'était vraiment extraordinaire, tout ça. Fait que c'est ça, puis fait que ça a été beaucoup plus, OK, échange, nourriture, puis carrément me reposer. Dunkerque, là, si vous êtes un peu historique, si vous connaissez un peu l'histoire, ben, dans le fond, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas le débarquement de la Normandie, mais quand les Allemands ils ont gagné contre les Français, ben, les Britanniques sont retournés sur leur île parce que ça allait super pas bien. Fait que ça donne qu'il y a eu l'embarquement pour retourner sur l'île. Fait qu'il y a un film là-dessus. C'est très populaire comme histoire. Je vais juste regarder quelqu'un qui m'a écrit une petite question. Excusez-moi, la technologie. Super. Oui, tu peux l'écouter en rediffusion sans problème. Fait que je t'allais passer là-bas quelques jours voir mon ami. Puis après ça, comme je vous dis, ça a été très relax. Puis après ça, ben, les billets d'avion pour retourner au Canada étaient extrêmement chers. Air Canada, vous le savez, il y avait eu une grève. C'était réglé depuis quelques jours, mais les prix ont augmenté comme ça. Juste pour vous donner un exemple, pour y aller, en France, quand je suis parti en juillet, ça m'a coûté environ 300 dollars canadiens le billet d'avion. C'était vraiment pas cher. Puis pour revenir, OK, dans cette période-là, les prix, c'est entre 2000 et 4000 euros pour retourner. Il y avait vraiment là, un engouement, les prix étaient super chers. Fait que je checkais ça tous les jours. Puis dans le fond, ben là, le 29, OK, le vendredi, le 29 à août, ben là, ça a descendu à 500 dollars. C'est là que j'ai pris le billet puis je suis parti. Mais là, à 4000 euros, vous comprenez, vous avez un méchant trip en Europe. Fait que j'ai resté quelques jours à Paris. Puis je suis allé quelques reprises à Paris dans mon jeune temps. Dans le fond, j'ai essayé de voir des choses que j'avais jamais visitées. J'ai essayé de continuer un peu ma quête. Là. Je sais pas si vous êtes connu encore sur le DaVinci Code. Là. Je sais pas si vous l'avez écouté récemment. Là. C'est sûr, quand on l'écoute, ça fait des années, on s'en rend pas compte. Mais je suis allé voir des éléments que dans le fond, qu'il y avait dans le film. L'église Saint-Sulpice. Je suis allé voir aussi le Louvre, les pyramides inversées, tout ça. Je suis allé faire du bateau-mouche aussi que j'avais jamais fait. Fait que, bref, je n'ai profité pour faire des
des choses que j'avais jamais fait. Puis bref, OK, je suis allé voir la Tour Eiffel, puis des trucs comme ça pour me reposer, tout simplement. Fait que j'ai vraiment, vraiment apprécié mon séjour à Paris. Paris, c'est, d'après moi, OK, pas la plus belle ville au monde, ça c'est certain, OK, mais touristiquement parlant, OK, à chaque fois que tu regardes à quelque part, OK, c'est un musée, même quand tu marches dans n'importe quel quartier, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours beau. Fait que j'adore vraiment ce coin de pays. Bon, qu'est-ce que, dans le fond, mon apprentissage que j'ai fait pendant mes voyages, comme je vous ai dit, j'ai vu 1 million de symboles, OK, qui étaient très chers pour moi. Mais qu'est-ce que, dans le fond, vous devez comprendre, OK, c'est quand tu marches sur le sentier, je n'ai parlé un petit peu tantôt, au début, dans le coin de Navarre, c'est que ton cerveau, là, se rend compte rapidement qu'il sert foutrement à rien. Et peut-être je vous dis ça, puis tu ne réussiras même pas à comprendre ce que je veux dire, mais je vous le dis, après quelques jours de souffrance, OK, que ça spinne, puis ça spinne, c'est quand tu marches 5 à 10 heures par jour, tu penses, tu réfléchis, mais après plusieurs jours, ça arrête complètement. Puis là, tu as vraiment un silence dans ta tête. Fait que la paix que tu as quand ça arrête, là, pendant plusieurs jours, c'est merveilleux. Tu vis d'instinct, tu vis là, d'intuition, OK, par la suite. Fait que là, vraiment, ça fait un bien absolument fou. Puis ça, je pense pas que ça t'est déjà arrivé, là. Toi qui m'écoutes présentement, je pense pas. Tu as peut-être fait des choses, t'entraîner, des longues randonnées, mais quand tu le fais, OK, de façon continue, c'est le fun, le mental arrête. J'aimerais ça, OK, être capable de le refaire présentement dans mon quotidien. J'essaye de reproduire ça. Je vais y arriver probablement, mais on est tellement, OK, dans la performance, OK, au Canada, au Québec, tout va vite, OK, c'est tellement cérébral, il faut toujours être dans le faire. C'est dur, OK, rentrer dans la société sans pouvoir, OK, avoir un mental effervescent. Je vous le dis, il faudrait changer ça comme société. Ça n'a aucun bon sens. Puis chez certains Européens, OK, comme mettons beaucoup les Espagnols, on se rend compte qu'ils prennent beaucoup plus le temps de vivre. D'ailleurs, la sieste, OK, l'après-midi. Mais bref, le mental, il stoppe assez rapidement. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis ça, tout le monde va vous le dire, c'est une des avantages, OK, à faire le chemin de Compostelle. Tu te rends compte aussi rapidement, OK, que dans le fond, au début, avant que ton mental arrête, tu te rends compte que tu es toujours dans un dialogue mental. Hein? C'est comme si tu avais deux amis qui se parlent dans ta tête. Hein? Puis tu te rends compte, OK, au fil du temps, que ces deux amis-là qui parlent, c'est pas toi. C'est comme un petit ange, OK, qui parle. Tu sais, bon, on va commencer par le petit démon. Tu as un petit démon qui parle, OK, qui est dans le doute, qui est dans la peur, OK, tu ne seras pas capable. Ah, c'est trop compliqué, c'est si. Ah, ben là, si tu parles, OK, en anglais, tu n'es pas bon, OK, ben ils vont te trouver ridicule. Tu sais, ils donnent toujours des trucs comme ça, OK, de peur, pour te décourager. T'as le petit ange, OK, qui dit, ben non, OK, tout le monde est égaux, ils vont t'accepter. Ah, sois dans l'amour, OK. Tu sais, comme dans les films, les Schtroumpfs, tu vois les deux. Puis là, tu te rends compte, c'est un petit ange, un petit démon, mais tu peux leur donner un petit nom. Hein. Tu peux dire qu'il s'appelle Zach, puis l'autre s'appelle, je sais pas, Pauline, OK? Puis c'est un dialogue. Puis là, tu te rends compte en marchant que c'est pas toi, ces dialogues-là. Clairement, là, tu te dissocies de ces dialogues-là, puis tu dis, écoute, c'est pas moi. Puis là, tu te rends compte rapidement que tu es l'observateur de ces deux petites personnes-là, de Zach et de Pauline. OK? Bon, Zach qui est dans le doute, qui est dans la peur, Pauline, OK, qui est dans l'amour. Là, tu te dis, tabarouette, tu observes ça. Puis là, OK, c'est beau à voir. Là, tu te rends compte que cet observateur-là, au fil du temps que tu marches, ben, devient une autre troisième personne. Fait que là, tu te rends compte que ben, c'est ça, c'est tous des gens qui parlent, OK, qui n'est pas toi. Tu te rends compte, tu es comme la conscience en arrière de tout ça, OK, qui permettent d'exister toutes ces choses-là. Puis là, c'est là que je veux vous en venir, puis peut-être d'avoir de la misère à comprendre. C'est que dans le fond, tu te rends compte que dans le fond, le chemin, ben, c'est pas le chemin physique, hein. Le chemin, c'est toi le chemin, tu sais. Puis quand je vais m'expliquer là-dedans, c'est que, tu sais, bon, quand tu marches, ben, tu te rends compte qu'il y a des gens que tu aimes. Il y a des gens que tu trouves super intéressants, que tu aimes passer du temps avec eux autres. Quand tu les recroises, OK, tu es super heureux. Ben, c'est une petite partie de toi, OK, que tu aimes chez toi. Tu sais, c'est comme un miroir qui dit, wow, OK, t'aimes ce qui est beau en eux parce que tu as probablement cette chose-là à l'intérieur de toi. Puis les gens qui te font chier, que t'aimes moins, que tu as goût de juger, parce qu'il y en a, tu sais, des gens qui vont pitcher un Kleenex à terre, des choses comme ça, qui vont venir te chercher. Ben, tu sais, ben, il y en a beaucoup aussi, tu sais. Fait que là, tu te dis, OK, ben, ça, c'est peut-être une petite partie d'ombre, OK, ou de choses que tu n'aimes pas chez toi, OK, fait que tu laisses refléter chez cette personne-là. Les choses que tu trouves OK, difficiles, comme les ampoules, OK, les côtes, les Pyrénées,
ou par exemple les moments de doute, de souffrance, ben, c'est peut-être des blocages, OK, des croyances limitantes que tu as, des choses que tu veux pas laisser partir. Les beaux paysages, OK, puis les choses extraordinaires, ben, c'est ça, c'est la belle lumière que tu as à l'intérieur de toi. Là, tu te rends compte que dans le fond, toutes ces choses-là que je viens d'énumérer, Zach, Pauline, puis toutes ces choses-là, ben, tu te rends compte, ben, sans toi, OK, ça n'a aucune raison d'être. Tu comprends? Tu es comme le chemin, tu sais, ou du moins tu dois être le chemin, OK? Ou que dans le fond, le chemin, il accepte personne. Tout le monde, OK, qui marche sur son chemin, il les accepte, sans juger, sans critiquer. C'est ça que la belle magie, OK? Tu es le chemin. Tu es le chemin. Tu sais. Puis je sais que tu sais, il y a peut-être des gens qui sont pas super religieux. Moi, je suis pas super religieux, mais je crois quand même à des choses, OK, qui ont été dites par des personnages, que ce soit Bouddha, Jésus, peu importe. Tu sais, puis Jésus disait quelque chose d'extraordinaire, OK. C'est même écrit sur l'autoroute 20, OK, dans le coin de Lévis. Je reste dans le coin de Lévis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu sais. Ben, c'est ça qu'il voulait dire. Tu sais. Je suis le chemin, puis c'est grâce à moi, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi vit à cause de toi. La vérité, ben, c'est ça. Chacun a sa vérité selon sa réalité. Puis la vie, ben, c'est ça, la vie. Tu sais. Fait que, bref, je pourrais t'en parler davantage, mais c'est ça mon plus grand constat. Je me suis rendu compte assez rapidement aussi au début du chemin, on continue dans le je suis, ben, c'est que dans le fond, c'est que tout ce que tu cherches, tu sais, tu cherches beaucoup de choses à l'extérieur de toi. Hein? Tu cherches l'amour de ton chum, de ta blonde, tu cherches okay, l'approbation, tu cherches l'abondance, tu cherches vraiment beaucoup de choses à l'extérieur de toi. Mais quand tu es sur le chemin, tu te rends compte que toutes ces merveilleuses choses-là que tu cherches, mais tu les as déjà. Hein? Tu sais, c'est pas l'amour de ton chum, de ta blonde que tu as besoin, mais c'est l'amour de toi, entre toi. Puis tu l'as déjà. C'est juste que dans le fond, c'est que tu passes jamais de temps avec toi-même, OK? Puis quand tu as le moment, OK, d'avoir du temps avec toi-même, ben, tu vas aller prendre de l'alcool. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller scroller sur TikTok. Tu vas écouter Hugo Dubé dans une conférence, OK, sur Compostelle. Peu importe, OK? Tu vas aux toilettes, tu vas être sur ton téléphone. Tu manges, tu vas faire d'autres choses. Tu fais jamais des rien que, OK? Puis quand tu as le temps, OK, d'être seul avec toi-même, ben, tu vas noyer ça. Tu vas avoir une distraction qui va t'empêcher d'aller là. Mais en réalité, sur le chemin, c'est que tu n'as pas le choix d'aller là. Puis dans le fond, quand tu vas là, ben, tu constates que tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as déjà, tout, tout, tout. Tu es amour, OK, tu es abondance, tu es la merveille, tu es beau. Tout, tout, tout est à l'intérieur de toi. Fait que rapidement, OK, c'est ça. OK, ça a-tu du sens? Vous pouvez peut-être m'écrire en commentaire. Puis là, mon retour. OK, on va parler du retour, c'est quasiment terminé. Comme je l'ai dit, OK, le retour est difficile. Même pour une personne que sa vie est 100% parfaite avant de partir sur le chemin, tout le monde, parce qu'on se garde contact OK, sur WhatsApp. Tu sais, j'ai peut-être 40 personnes OK, que je parle encore aujourd'hui, puis le but, c'est pas se perdre de vue, mais la majorité, ben, il y avait toujours un petit top. Il y avait toujours quelque chose OK, qui avait une petite problématique, une séparation, un changement de carrière, la croisée des chemins. Il y en a qui vont super bien, OK, du moins qui mentionnaient. Tout le monde a eu une petite forme de difficulté à revenir. Puis moi, quand j'ai embarqué dans l'avion le 29 OK, à août, tu sais, pour arriver au Québec, j'ai commencé à mal filer, tu sais, directement en partant. Parce que ton cerveau, là, OK, qui a arrêté pendant 40 jours, ou du moins pendant 30 jours, là, lui, là, il rentre dans sa zone de confort. Là. Tu sais, il a été zéro utile, il s'est déconnecté. Puis là, il dit, wow, là, je reviens, OK, je vais pouvoir revenir dans les mêmes fucking bottines que j'avais. Puis dans le fond, là, OK, je vais pouvoir être quelqu'un, je vais pouvoir être reconnu. Puis si notre cerveau, notre ego, là, on se cachera pas, là, il aime ça, les dramas. Hein. Tu sais, lui, il sent utile, il connaît ça, les dramas. Ben oui, tu sais, ça fait des années que dans le fond, que tu vis les mêmes patterns, OK, puis que tu sais, il y a des traumatismes dans ta vie où il y a des choses qui se passent, puis on répète toujours les mêmes choses. Puis notre cerveau, lui, il est dans son monde connu. Tu sais. Quand tu sors de ta zone de confort, ou du moins tu fais un changement significatif après un changement, après un chemin comme le Compostelle, il ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. C'est de l'inconnu. Tu sais, même si à l'intérieur de toi, dans ton cœur, tu sais que dans le fond, ça va être extraordinaire, ça va être beau, puis ça va être merveilleux. Ton cerveau ne connaît pas, il ne sait pas c'est quoi. Mais là, il y a la chance, OK, parce que dans le fond, tu es tout un peu à l'envers, OK, parce que tu ne sais pas comment ça va se produire. Il y a la chance de reprendre le dessus, OK, puis arriver à la même place. Puis c'est ça l'inconfort qu'on a, OK, en revenant. C'est quoi qui, dans le fond, on va donner d'importance? Est-ce qu'on va rester à la même fréquence qu'on avait tout le long du chemin ou on va revenir dans les mêmes patterns puis on va donner toute la liberté de penser à notre cerveau? C'est là l'enjeu, OK, qui est important. Moi, de mon côté, OK, après 3, 4 jours, OK, de retour, je me suis rendu compte, OK, que c'était le bordel. Je suis revenu, tu sais,
Après 2, 3 jours, je suis revenu aussi fatigué que j'étais avant de partir, même si j'étais super reposé et qui est la veille de mon départ. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des changements. Tu sais, ma vie a été mise sur pause là, pendant 40 jours. OK, j'ai pas fait de changement pendant que je suis parti. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, j'étais pas bien, j'ai déménagé, j'étais pas bien où j'étais. OK, il y avait plein de choses, plein d'irritants. J'ai décidé de, non, fuck, OK, j'écoute mon cœur, OK, je fais des changements significatifs. OK, il y a de l'énergie il y a des personnes qui tiraient de mon énergie. J'ai mis fin à ça, j'ai coupé les ponts, je regarde vers l'avant. C'est le fameux dépouillement spirituel que le chemin a fait, ben, je l'ai fait physiquement dans la matière en revenant. Puis après une semaine, OK, un peu à la dure, un peu ardu, un peu en dents de scie, ben, je suis revenu dans le même état que Compostelle. Puis c'est ça que la magie, c'est là que la magie opère, c'est là que tu fais des changements significatifs. Puis, tu sais, je vous dis, je pourrais pas vous le dire parce que ça va passer sur YouTube, puis il y a des gens qui vont écouter ça. Mais si vous voulez savoir vraiment en détail, OK, les signes que j'ai eus, ce que j'ai fait à mon retour, OK, vraiment, ça va me faire plaisir de vous en parler. Tu sais, il y a des miracles, OK, mettons, exemple, il y a quelqu'un qui mourrait à côté de moi, puis il se ressusciterait comme ça, là, je serais moins surpris de ça, OK, que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, OK, dans mon déménagement. Quand tu es en ligne vraiment avec qui tu es, OK, tu vibres des belles vibrations d'amour, ton mental se tait, puis tu vibres, OK, sur une belle vibration, mais tu attires des choses, OK, sur cette même vibration-là, tout simplement. Puis là, c'est juste une pointe de l'iceberg que je vous dis, parce qu'il y a des gens présentement qui m'écoutent, qui voulaient uniquement avoir sont curieux pour avoir des conseils sur Compostelle. Il y en a qui peut-être plus spirituels. Bref, aujourd'hui, c'est peut-être une conférence qui va être un petit peu plus générale. Si ça t'intéresse, écris-moi, puis on pourrait faire quelque chose ensemble de plus merveilleux, uniquement sur la spiritualité. Bref, avant de terminer, y a-t-il des gens qui ont des questions? Je sais qu'il y a une personne qui a écrit. C'est la 11e question, c'est toujours un beau chiffre. Est-ce que dans le fond, c'est la première fois que je partais aussi longtemps en voyage seul? Oui, oui et non. Moi, je suis un amoureux de voyage, OK? Fait que moi, je me plais, OK, quand je sors de ma zone de confort. Je suis déjà parti, des voyages d'aventure, ça veut dire qu'on marche, OK, puis tout ça, c'est mon plus long, mais je suis déjà parti 1 mois et demi au Mexique. Fait que facilement un bon proche de 40 jours. Mais c'était vraiment le plus facile. J'avais loué un condo. C'était pour travailler à distance. Moi, j'adore ça. Tu sais, je fais du télétravail euh, pratiquement tout le temps. Là, je suis à Rivière-du présentement, mes entreprises sont à Rivière-du-Loup, mais je reste à Lévis. Fait que souvent, ben, tout le temps, je travaille à Lévis pour mes entreprises à Rivière-du-Loup. Bref, là, je suis à Rivière-du-Loup parce que j'étais là aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que je travaille très, très bien à distance. Fait que moi, je travaillais, par exemple, du Portugal avec mon laptop, je suis super capable. Fait que j'ai déjà fait plus longtemps, pratiquement plus longtemps, ou le même nombre, mais seul, mais c'était pas dans la même circonstance. Si vous voulez là, me parler, si vous voulez voir le reste de mon contenu que je fais normalement, ben, tout est là. OK? Il y a un code QR, OK? Mais si vous n'avez pas un téléphone ou vous m'écoutez sur un téléphone, vous pouvez prendre. Regarde, c'est écrit là, tapez l'adresse qu'il y a là, c'est mon Linktree. C'est sécuritaire, là. C'est vraiment un portail avec des liens. Vous allez voir toutes les informations, OK, pour ma chaîne YouTube. Vous allez voir ma chaîne TikTok, Instagram, peut-être même Facebook. À chaque fois, là, tu peux prendre ça en note. À chaque fois que je fais quelque chose, je le mets là-dessus. Si tu veux écouter cette vidéo-là en rediffusion, ça va être là-dessus aussi. Fait que tu peux me suivre sans problème. Tu peux m'écrire, tu peux me contacter. Ça va me faire toujours, toujours, toujours plaisir de pouvoir dialoguer avec toi. Puis je fais beaucoup de contenu. J'ai été peut-être un petit peu moins actif là, dernièrement parce que dans le fond, vu que j'allais pas bien, c'était plus difficile. Tu sais, moi, je me mettrais pas, OK, je dirais pas des conseils à des gens si moi-même j'ai besoin, OK, d'aide ou j'ai besoin de temps. Fait que j'étais beaucoup moins actif, OK, depuis quelques mois. Là, comme vous voyez, je reprends un peu mon énergie. Fait que je vais recommencer à faire du merveilleux contenu. Puis pour ceux que ça les intéresse, là, j'ai écrit un livre, OK, pendant Compostelle. C'est un projet que j'avais depuis quelques semaines, quelques mois avant même, mais je l'ai finalisé. C'est simple, c'est que c'est un livre d'environ 150 pages. Là, j'ai mis mon énergie pour cette conférence-ci, mais là, je vais vous envoyer rapidement dans les prochaines semaines le lien pour pouvoir le télécharger. Je vais donner environ 2, 3 semaines de téléchargement gratuit. Après ça, il va être disponible à l'achat sur Amazon. C'est vraiment des sujets spirituels, de croissance personnelle, historiques, ésotériques un peu à ce que je vous ai parlé à la fin dans mes apprentissages. Sur plusieurs sujets, je parle du langage des oiseaux, je parle du je suis, je parle de Dieu, je parle de plein de choses. Tous des sujets, des courts sujets
d'environ une page à une demi-page, OK, pour pouvoir vous démystifier ça. C'est simple, ça se lit super bien. Tu n'es pas obligé de le lire comme un livre. Tu ouvres la page en plein milieu, tu ouvres le livre en plein milieu, tu regardes le premier sujet qui rentre, que tu vois, puis dans le fond, tu vas pouvoir le lire sans problème. Fait que moi, ce serait le tour pour aujourd'hui. J'espère, tu sais, j'ai pas pu tout vous dire probablement. Je ne voulais pas vous retenir non plus pendant des heures. J'ai une petite question ici. Que pensez-vous des voyages organisés pour faire Compostelle? Bon, ben, je vais y répondre, OK? C'est sûr et certain que moi, j'organise des voyages de groupe. OK? Est-ce qu'un jour, je vais organiser un voyage de groupe de Compostelle? Probablement pas. J'ai des amis ou je connais une personne qui en fait. Moi, j'aime mieux des voyages d'aventure. J'aime mieux organiser des voyages d'aventure, style montagne. C'est plus mon style, comme le camp de base de l'Everest, le Kilimanjaro, des choses comme ça. Moi, personnellement, je dirais, là, je ne veux pas dire que ces voyages-là sont pas intéressants, c'est que c'est sûr que c'est un pèlerinage. Fait que si tu fais un voyage de groupe, OK, pour faire Compostelle, puis peu importe le chemin que tu fais, organise-toi pour être capable d'avoir du temps seul. Moi, je pense qu'en soirée, tu sais, pour souper, il n'y a aucun problème, mais en marchant, il serait bien que tu marches tout seul. OK? Ou puis que le groupe accepte ce temps-là. Parce que c'est sûr que si tu parles toujours à quelqu'un à côté de toi ou s'il y a toujours de l'interaction, ben, tu sors pas de ta zone de confort parce que le groupe va être québécois probablement. Il va être la même langue que toi. C'est fun, OK, de marcher, puis la personne qui est là, OK, elle parle italien, OK, puis tu jases avec lui un petit peu, tu t'organises, tu rigoles. C'est le fun, tu sais, ça permet de sortir de ta zone de confort. C'est sûr que si, par exemple, toute l'organisation du voyage, c'est la personne qui l'organise, qui le fait, c'est bien, mais tu ne vivras pas ce côté-là. Fait que moi, je me dis, si tu veux le faire parce que tu es plus insécure, go, vas-y, organise-toi, OK, pour pouvoir marcher seul. Mais je te dirais, mets-le dans ton agenda, OK, dans 4 5 ans plus tard, de le faire absolument seul. Puis, tu sais, les chemins de Compostelle, c'est pas rare que tu croises des gens. Tu sais, la madame de Munich qui est partie de Munich, puis ça faisait 3 mois, OK, je l'ai croisé le chemin. Ça faisait 15 fois qu'elle faisait un chemin de Compostelle. Peut-être pas le même, là, fait que, tu sais, elle, à chaque 5 6 ans, là, c'est sûr qu'elle était âgée, là, à chaque 5 6 ans, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait un compostel différent pour pouvoir justement, tout évolue, tout bouge dans la vie, tout se transforme, c'est ça qui est beau. Mais c'est ça. Fait qu'il faut quand même se donner ce contexte-là, cet espace-là pour pouvoir, OK, puis le compostel, c'est le meilleur. Fait que je ne sais pas si je t'ai répondu. Moi, je te dirais oui, organise-toi au marché tout seul, mais tu sais, organise-toi une fois dans ta vie de le faire 100% tout seul. Avez-vous une dernière question? Sinon, je vais vous libérer. Je vais juste valider s'il n'y en a pas d'autres. Hop. Si je n'ai pas 30 jours pour faire le voyage, tu me suggères un minimum. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que tu n'es pas obligé. Tu sais, le Camino Frances, OK, c'est 780 kilomètres. C'est sûr que dans le fond, ça prend 30 jours en moyenne. Et si tu me dis, par exemple, j'ai juste, par exemple, 2 semaines, j'ai juste tu peux partir de Léon, par exemple, qui est environ 300 kilomètres. Fait que ça se fait très, très bien. C'est sûr que dans le fond, pourquoi tu ne te permets pas d'avoir 30 jours? Tu sais, le mot pèlerinage, OK, en bon langage des oiseaux, ça veut dire quoi? C'est pêler. OK, c'est l'âge. Pèlerinage, c'est pêler, c'est l'âge d'enlever, OK, des couches d'oignons. OK, ça veut dire ça. OK, je me suis mal exprimé, là. Un pèlerin, c'est ça, c'est une personne qui enlève les couches. Tu sais, on vient au monde, OK, puis là, dans le fond, pour plaire à nos parents, on fait quoi? Ben, on devient des personnages. Tu sais, on prend les valeurs familiales pour vouloir être aimé, on respecte des conditions. Fait qu'on devient une multitude de personnages pour faire plaisir à notre professeur, pour faire plaisir à la société. Fait que rendu à un âge, t'es pas toi-même. T'es une multitude de choses qui est pas toi. Fait que ce genre de truc-là te permet d'enlever ces couches d'oignons-là. Puis moi, je te dis, planifie-les. Planifie-les. Si un patron, tu vas voir ton patron, je ne sais pas dans quel contexte que tu travailles, si un patron tu vois ton patron, puis tu lui demandes, hey, je vais faire Compostelle, ça va me prendre 30 jours, puis il dit non, oui, Chris, je sais pas, en 2025, ou que les gens, le leadership conscient est de plus en plus là, je veux dire, je comprends qu'il ne peut pas dire oui, OK, à tout le monde en même temps, mais moi, je pense, il y a un employé qui viendrait me voir qui me dirait ça, ben, je pense que je l'encouragerais même, je lui donnerais un montant d'argent OK, pour l'encourager, parce que je sais qu'il va revenir, OK, une meilleure personne, je sais qu'il va être plus performant, il va te reposer, puis si je suis là, puis je l'aide à faire cette démarche-là, ben, il va être encore plus fidèle envers moi et mon organisation. Moi, c'est ma façon de penser, mais planifiez-les, puis permettez-vous, vous investissez des milliers de dollars OK, dans vos enfants, dans les sports, dans une chaîne d'une télévision, dans une multitude de forfaits, dans une belle voiture, mais quand est-ce que vous investissez de l'argent en vous? Tu sais, tout bouge. Votre voiture, vous allez la changer aux 5 ans, aux 6 ans. Tout bouge, tout se brise, OK, mais vous allez toujours être là.
Fait investissez en vous, planifiez ce moment-là pour vous, peu importe c'est quoi que vous choisissez, investissez en vous. Autre question? Je vais vérifier. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, sur ces belles paroles, prenez le lien en note, là. C'est super important. Tout mon contenu est là. Si vous êtes là présentement, probablement vous êtes abonné à mon infolette. Sinon, avec le lien, vous allez pouvoir vous abonner. J'envoie une infolette par mois. J'envoie beaucoup d'informations. La majorité, c'est gratuit. Mon livre, la prochaine information que je vais vous envoyer, c'est gratuit pour les 2 à 3 premières semaines. Téléchargez ça. Vous allez me tenir au courant. Je le donne gratuit parce que je veux avoir votre feedback avant de le vendre directement sur Amazon. Fait que je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle très bientôt dans d'autres contenus ou dans d'autres plateformes. Merci à la prochaine. Bye bye.